Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série d'Halloween et aujourd'hui on va parler des loups-garous. Et plus particulièrement du personnage du loup-garou dans la littérature. D'où est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il symbolise? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'en profite d'ores et déjà avant que la vidéo commence pour vous dire que si vous appréciez mon travail et si vous êtes hype par cette série d'Halloween, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram ou sur TikTok. On parle aussi de littérature sous toutes ses formes. Avant tout, il faut préciser que le loup-garou n'est pas un personnage comme les autres, c'est ce qu'on appelle un archétype littéraire. Qu'est-ce qu'un archétype? Un archétype, c'est un personnage récurrent dans la littérature, il est bien connu du public puisqu'il apparaît dans différents genres littéraires mais aussi dans différentes cultures. L'archétype est une figure universelle qui incarne un ou plusieurs aspects de la condition humaine. Chaque archétype a un nombre de caractéristiques définies. L'auteur n'est pas obligé de les respecter mais le lecteur y est habitué et peut-être qu'il va s'attendre à retrouver ces caractéristiques. On peut citer comme exemple d'archétype évidemment les loups-garous dont nous allons parler aujourd'hui et dans le même registre les vampires, les sirènes, les sorcières, etc. Aussi appelé lycanthrope, du grec ancien lycanthropos, qui veut dire littéralement homme, loup, le loup-garou est une créature appartenant au bestiaire fantastique, mythologique, merveilleux. C'est un humain qui est transformé de manière ponctuelle ou définitive en loup. La plupart du temps, il s'agit d'hommes, mais il existe aussi quelques cas de loup-garou femelles dans la littérature. Petit point étymologie, le mot loup-garou vient de l'ancien français, plus précisément de Leus Warus, qui voulait dire homme-loup, tout simplement. Et le mot garou vient d'un mot en ancien français qui peut avoir plusieurs prononciations et plusieurs écritures différentes. Gar-waf, gar-valf ou gar-val. Ce qui signifie que le mot loup-garou, en fait, est un énorme pléonasme. Je l'ai appris en faisant mes recherches, puisque dans le terme de garou, il y a déjà homme-loup. Donc pas besoin de répéter le loup techniquement. Pour les origines du personnage du loup-garou en littérature, il faut remonter à la littérature latine et à un poète latin qui s'appelle Ovide. Je pense que vous le connaissez tous pour ses métamorphoses et c'est d'ailleurs de ce texte-là dont on va parler. Pour rappel, les métamorphoses est un recueil de poèmes qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. Ce sont des récits qui sont inspirés de la mythologie grecque mais aussi de la mythologie romaine et on nous raconte essentiellement des épisodes de métamorphose comme son titre l'indique, donc des dieux qui se transforment ou qui transforment des mortels en à peu près tous les êtres vivants possibles, animaux, végétaux, minéraux, et parfois ils se transforment même en éléments naturels, comme de la pluie par exemple. Les métamorphoses c'est souvent une punition, mais il arrive, très rarement, mais ça arrive, que des dieux transforment des mortels pour les sauver ou pour les récompenser. Dans les métamorphoses, on fait mention de Lycaon, et c'est ce personnage qui va nous intéresser. Lycaon c'est le roi d'Arcadie, et il s'est joué de Zeus en lui donnant à manger de la chair humaine. Selon les légendes, il s'agit même du propre fils que Lycaon aurait donné à manger à Zeus. Et pour cette mauvaise blague, Zeus va transformer Lycaon en loup. Le rapport entre lycanthropie et cannibalisme est extrêmement resserré puisque dans certaines cultures et même dans certains textes de la mythologie grecque ou latine, eh bien la lycanthropie est une malédiction pour quiconque s'adonnerait à du cannibalisme. Et maintenant, que devient Lycaon après sa métamorphose? Plusieurs légendes racontent que son destin n'est pas complètement scellé et Zeus lui donne une chance de redevenir complètement humain. Et pour cela, il ne faut pas qu'il mange de la chair humaine pendant 9 ans. Et s'il y arrive, il sera retransformé en humain. On voit encore une fois que la lycanthropie et le cannibalisme vont souvent ensemble. Cette légende permet donc de poser un interdit suprême sur le cannibalisme, puisqu'on considère que le cannibalisme est l'affaire des bêtes et non des êtres humains civilisés. On est remonté aux origines du loup-garou en littérature et maintenant on va passer à une période qui a été extrêmement riche en personnages de loup-garou. Il s'agit du Moyen-Âge. Le récit le plus connu de loup-garou à cette époque est de Marie de France. Il s'agit d'un texte qui fait partie de ses laits, donc de son recueil de poèmes médiévaux, et il s'agit du lait du Bisclaveret. Le Bisclaveret, c'est l'histoire d'un homme qui est atteint de lycanthropie et qui quitte son foyer 3 jours
par semaine pour pouvoir se transformer à l'abri des regards. Sauf que sa femme le soupçonne d'adultère, elle va donc le suivre et il se retrouve obligé de lui confier sa vraie nature qui est celle d'être un loup-garou. Et il faut savoir qu'à chaque transformation, il va ranger ses habits à un endroit très précis et pour montrer sa bonne foi à sa femme, il va lui désigner l'endroit où il cache ses habits. Sauf que la femme le prend extrêmement mal, elle ne veut absolument pas passer sa vie avec un monstre et elle décide donc de cacher les habits de son mari pour qu'il reste loup à vie. Elle en profite donc aussi pour se marier avec un autre homme, même si son mari de base était quand même d'une classe sociale assez haute et qu'à part le fait que ce soit un loup-garou, le Bisclaveret était extrêmement honnête. Par un concours de circonstances fort obscures, le Bisclaveret, encore transformé en loup, va être adopté par la cour du seigneur et sa véritable nature va finir par être révélée au grand jour. On va enfin retrouver ses habits, il va se retransformer en homme, tout ce qu'il y a de plus normal, et son ancienne femme avec son nouvel amant vont être évidemment punis. Ça, c'est l'histoire du Bisclaveret, donc l'un des loups-garous les plus connus de la littérature française. Il faut savoir que pour mes recherches de cette vidéo, j'ai utilisé un article que j'ai trouvé en ligne et qui s'appelle L'empreinte du loup-garou dans la littérature médiévale pour une littérature de la métamorphose et il est de Lorraine Gonzalez. Donc si jamais le sujet vous intéresse, vous pouvez aller le consulter, je vous le mettrai en barre d'infos. Et cet article était très très intéressant pour voir la place qu'occupe le loup-garou dans la littérature médiévale. Et d'ailleurs, dans l'introduction, elle nous rappelle que la littérature médiévale est ce qu'on appelle une littérature du passage entre les mondes, puisqu'il y a beaucoup la confrontation entre le réel et le monde surnaturel, mais aussi le passage entre deux genres, le récit en prose et le récit en vers. Et ce n'est pas tout, parce que c'est également le passage entre le latin et ce qu'on a appelé la langue vulgaire. Bref, la littérature médiévale est faite pour ce genre d'histoire. C'est d'ailleurs pour ça que la question de la frontière en littérature médiévale est extrêmement intéressante et là le loup-garou incarne la frontière entre l'homme et l'animal. Et je vais me permettre de vous lire une citation tirée de cet article-là et qui selon moi explique très bien l'enjeu autour de l'archétype du loup-garou. En réalité, la question du double dans les récits de loup-garou est essentielle, non seulement parce qu'elle permet d'expliquer le passage d'une forme dans une autre, la ritualisation de la métamorphose à travers la dissimulation des vêtements par exemple, mais encore et surtout parce qu'elle pose la question de l'altérité et donc par un effet réflexif, celle de l'identité. Qu'est-ce qu'un être humain? Quelle est la part de l'animalité dans l'homme et celle de la divinité? Que signifient ces êtres dont la nature est double et se trouvent à la frontière de l'humanité et de l'animalité? Que signifient ces êtres qui ont semblance de loups, mais chez qui demeure intacte la foi et l'intelligence des hommes? Voilà, je trouve cette citation extrêmement intéressante. On parle notamment de la question du vêtement et de la dissimulation des vêtements qui est présente, si vous avez bien suivi, dans le lait du Bisclaveret. On pose aussi la question de l'identité. Qui est le loup-garou? Est-ce qu'il est animal? Est-ce qu'il est un peu des deux? On peut le voir dans cette citation, la métamorphose a un enjeu esthétique, mais aussi un enjeu philosophique. Et d'ailleurs, la métamorphose, la transformation, elle est double, puisqu'il s'agit d'abord d'une transformation physique, donc de l'homme qui devient loup, mais aussi d'une transformation intérieure, psychologique. Le loup-garou, comme je vous l'ai dit, est un personnage extrêmement récurrent dans la littérature médiévale, mais il a aussi été repris plus tard dans la littérature fantastique. On a déjà commencé à parler de la symbolique du loup-garou, on va finir avec ça. Quelque chose dont je n'ai pas parlé pour l'instant, c'est le lien qu'il y a entre le loup-garou et la lune. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Eh bien parce que la lune, elle incarne cet aspect mouvant, cet aspect changeant qui est extrêmement lié à la métamorphose. Vous savez, le fait que la lune ne se présente jamais de la même façon puisqu'elle change de phase. Elle incarne aussi la dualité, donc les deux faces de la lune, avec la face cachée de la lune, et c'est exactement pareil pour le loup-garou, puisque à première vue, c'est un homme, mais qui peut ensuite se transformer en une bête monstrueuse. Le symbole de la lune qui est évidemment associé à la nuit, qui est le pan négatif, souvent. C'est-à-dire que la journée, le soleil
sont des énergies plutôt positives, alors que la lune et la nuit sont souvent associées à des énergies négatives. De plus, la lune est souvent associée à la magie, à l'imagination, mais aussi à l'inconscient. Ce qui là encore colle parfaitement avec le loup-garou qui incarne toutes ces pulsions et toutes ces passions humaines qui ne sont pas contenues, qui ne sont pas refoulées. En dernier point, j'aimerais revenir sur la question de l'altérité. L'altérité, c'est la personne ou la chose qui nous est étrangère. Le loup-garou, c'est dans l'inconscient collectif le monstre, c'est-à-dire celui qui est hors de nous, celui qui est différent de nous. Quand je dis nous, c'est l'être humain standard tel qu'on peut se le représenter. Quand je dis que le loup-garou c'est le monstre, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, il est désigné comme tel. Or, dans beaucoup de récits, notamment du Moyen-Âge central, c'est-à-dire entre le 11 et le 14e siècle, les loups-garous sont souvent des personnages de victimes. Ils ne font pas le mal, ils ne sont pas du tout malfaisants, ils sont plutôt les cibles de la cruauté, de la violence humaine. Et c'est le cas dans le lait du bisclaveret, puisque c'est la femme qui va piéger le loup-garou et non l'inverse. Et au final, le loup-garou n'est-il pas là pour nous montrer que le monstre n'est pas toujours celui qu'on croit ? Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Évidemment, il y a d'autres exemples de loup-garou dans la littérature. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!